Bonjour tout le monde, bienvenue à notre déjà 19e web émission de Médici. Je suis avec Aaron Lani, qui est gestionnaire de portefeuille chez Médici. Moi, c'est Pierre-Olivier Langevin. Aaron, encore aujourd'hui, on a 3 questions. Ouais. Fait qu'on passe ça tout de suite. Let's go. La première, c'est Michel, via notre page Facebook, qui nous demande si on croit vraiment que GDI peut nous donner du rendement à un de ces jours. Il faut dire, Aaron, qu'on a du GDI dans le portefeuille. Tous nos clients en possèdent. Michel, c'est un de nos clients qui nous pose la question. Alors, dis-moi, Aaron, est-ce que c'est bon, ce GDI? C'est une bonne question. Depuis leur entrée en bourse, le titre ne fait pas grand-chose. Pour nous, 2 ans, c'est considéré du court terme. 5 ans commence à être une période où ce qu'on peut dire si on a fait un bon ou un mauvais coup. Mais sur 2 ans, on a des exemples de titres qui font rien sur 2 ans. Puis tout d'un coup, le prix peut doubler en dedans de quelques mois. Alors, c'est très imprévisible. Dans le cas de GDI, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait dans les 2 dernières années. Puis, on voit qu'ils ont continué de croître. GDI a toujours cru très rapidement. Puis, ils ont continué dans les 2 dernières années. Tu nous as affiché quelques remarques ici. Là, les ventes, 17 % par année. Bénéfices avant le EBITDA, finalement, 10 % par année. Les flux de trésorerie, 17 Puis, ça inclut une année 2015 qui était quand même difficile, conjoncture économique. Donc, les tours à bureau, il y avait beaucoup de taux d'inoccupation. Donc, c'était plus difficile, mais malgré ça, ils ont réussi à quand même croître. Alors, il faut demeurer patient. Donc, l'évaluation du titre, évidemment, c'est contracté parce que le titre a fait du surplace, mais les profits ont continué de croître. Donc, on est passé d'un titre qui était peut-être à 20 fois les flux de trésorerie à 13-14 fois aujourd'hui. Donc, on pense que si GDI continue de croître, éventuellement, le titre devrait bien faire. Mais Aaron, GDI, c'est une entreprise qui est quand même très dominante au Canada dans les services de conciergerie. Quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur pourrait dire, il y a peut-être plus de potentiel de croissance pour cette entreprise-là. C'est beau ces chiffres-là, mais on achète pour le futur. Au Canada, donc, ils ont comme au Canada, ils sont entrés dans les services techniques en 2015. Donc, c'est une nouvelle ligne d'affaires. Donc, ils faisaient l'entretien ménager des immeubles, mais là, avec les services techniques, ils peuvent faire l'électrique, la mécanique de bâtiment, donc l'entretien de ça. Ça intègre un peu leur offre de service. Ils peuvent offrir les 2 éléments à un bâtiment, donc ça améliore leur avantage concurrentiel. Puis, ils peuvent faire d'autres acquisitions dans cette industrie-là. Et deuxièmement, ils ont leur modèle s'appelle Modern Cleaning. Donc, c'est des franchisés. C'est un réseau de franchisés. Ils en ont plus que 600. Et puis, ils peuvent s'attaquer vraiment à des marchés secondaires parce qu'habituellement, ils sont dans des grosses villes. Ils font des grosses tours à bureaux. Mais les marchés secondaires, là, ils peuvent vraiment s'y attaquer. Donc, mettons des détaillants qui ont plusieurs centaines d'emplacements à travers le pays dans plein de petites villes secondaires. Ils vont avoir l'opportunité de faire la conciergerie par les franchisés. Ils collectent des royautés. Et les royautés, ça n'a pas un gros impact sur les ventes, mais c'est très, très bon pour le profit. Alors, il y a aussi aux États-Unis où ils ont entré dans le marché du Midwest américain il y a quelques années. Donc, il y a quand même, autant au Canada, ils réussissent à percer des nouveaux endroits où ils n'étaient pas présents. Ouais. Puis aux États-Unis, c'est un gros marché, là. C'est ça. Ils vont continuer leur programme d'acquisition aux États-Unis. Alors, ils ont encore un bon potentiel de croissance, là. Alors, on pense que le titre, éventuellement, va se remettre là, à bien faire. C'est juste, faut être patient. D'ailleurs, Aaron a écrit un article dans Les Affaires il y a quelques mois au sujet de GDI. Donc, si vous voulez le consulter, vous pouvez aller sur notre site web. L'article est disponible dans notre section médias. Alors, Aaron? Oui, donc Roger, je pense qu'il a vu notre capsule YouTube sur les rendements des obligations à maturité. Et donc, il nous a demandé une question. Là, comment est-ce qu'on peut acheter des obligations sur les marchés secondaires? Je connais seulement les fonds d'obligations. Alors, c'est quand même une bonne question. Hein? Oui, c'est un peu fastidieux pour acheter des obligations là, pures dans son portefeuille. Je dirais qu'effectivement, la meilleure méthode de les acheter, c'est via des fonds.
Autrement, il faut passer par son courtier. Il faut appeler, admettons, si vous êtes chez une des 6 grandes banques canadiennes, vous appelez votre courtier, vous dites « je veux des obligations, je ne sais pas moi, de Bell », bien là, il va vous en offrir. Et ce n'est pas un marché comme le marché des actions où vous allez voir un prix là, sur Internet qui est disponible et qui fluctue. C'est vraiment le banquier qui a des obligations en inventaire et qui accepte de vous les vendre. Alors, c'est un marché qui est très peu transparent. Puis la prime à payer pour les acquérir sur le marché secondaire peut être quand même élevée puisque le marché ne vient pas avec une transparence importante. Fait que Roger qui voudrait acquérir des obligations, ça serait quoi la meilleure manière? C'est-tu des... Bien, il y a 2 types de fonds. Il y a les fonds négociés en bourse ou il y a les fonds communs d'obligations. Nous, on n'est pas des chauds partisans des fonds communs. Que ce soit d'obligations ou d'actions, généralement, les frais sont plus élevés. Vous allez voir les grandes firmes qui fabriquent des fonds communs sur un fonds d'obligations. Vous allez avoir des frais de peut-être 1,5 1,7 pour des obligations qui ont peut-être un rendement à maturité de 2 2,5 Il ne reste pas beaucoup de rendement à la fin de la journée après frais. Si vous y allez via les fonds négociés en bourse, vous trouvez les fonds, par exemple, sur un site comme iShares. Vous les identifiez. Vous allez avoir un frais qui est quand même assez minime, là, peut-être 0,3 0,4 et vous allez avoir à peu près le même rendement. Donc, il va en partir un peu moins en frais. Par contre, vous devez les acheter vous-même. Donc, vous ne les achetez pas via un conseiller puisque ce sont des fonds négociés en bourse. Puis, petite parenthèse, il y a une compagnie américaine qui s'appelle Market Access qui est en train de développer une plateforme là, où est-ce qu'on pourrait peut-être un jour, si ça vient au Canada, transiger directement, là, comme qu'on fait à la bourse pour des actions. Là. Ce serait bien, mais tu sais, les banques canadiennes ne sont pas nombreuses, puis c'est un marché qui est très lucratif pour eux. Donc, je pense qu'on va être pris pour une couple d'années. Les barrières à l'entrée sont élevées. Oui. Ouais. Alors, notre troisième question, c'est Patrice qui nous a demandé par courriel. Il nous dit en fait qu'il a commencé à gérer le CELI de sa copine et il veut savoir si on a des arguments pour ou contre concernant l'achat du titre de Fiera Capital. Oui. Fiera, on s'est intéressé parce qu'ils ont émis des débentures et on pensait peut-être y investir, mais finalement, on a fait une analyse puis on a passé notre tour. Puis ça nous a amené à même écrire un article sur l'entreprise. Oui. Disponible sur notre site web, celui-là aussi. Si Fiera vous intéresse, allez voir ça sur la section médias. Oui. Les points principaux qui fait qu'on n'y investirait pas, finalement, c'est qu'ils ont vraiment une stratégie d'augmenter leurs actifs sous gestion. Alors, Fiera gère des actifs tant institutionnels qu'au détail. Là. Ils sont rendus, je pense, avec 130 milliards d'actifs. Ça fait ils ont cru très rapidement. Mais on dirait qu'ils portent moins attention au rendement sur l'avoir des actionnaires et même à l'accroissement du profit par action. Donc, on a constaté que leur rendement sur les capitaux est moins élevé que leur coût en capital. Donc, à la base, ça, c'est un gros problème. Alors, ils ne créent pas de valeur. Mais ça, quand tu vois ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est un acquéreur qui n'est pas discipliné, qui paye un multiple élevé pour ses acquisitions. C'est ça. Et de deux, probablement qu'il ne crée pas beaucoup de synergie de coûts. Alors, s'il rentre sur un nouveau territoire, il n'y a pas vraiment de fonction duplicative avec une autre compagnie qui est située sur le même territoire qui peuvent acquérir puis consolider ensemble. Alors, il y a ça. Et puis, ils semblent avoir une stratégie d'avoir le plus de stratégies possible. Donc, stratégie de fonds de revenus fixes, infrastructure, fonds à actions, petite capitalisation, grande capitalisation. Ouais. Alors, on dirait qu'ils ne coupent pas dans leur équipe de recherche quand ils font une acquisition. Ils doivent garder toute... c'est ça, ils ne créent pas de synergie, finalement. Puis, ils acquièrent à des hauts multiples. Puis, ils utilisent la dette. Bien, c'est ça. Parle-nous, tu sais, quand on l'a analysé il y a quelques mois, on s'est rendu compte que le levier opérationnel qu'ils ont et la dette, ça ne fait pas un très bon ménage. Peux-tu nous expliquer cette dynamique-là? Quand on parle de levier opérationnel, c'est qu'une business qui gère des actifs ont des coûts quand même assez fixes.
Alors, chaque dollar de revenu supplémentaire devrait se traduire par une augmentation de la marge, mais on ne constate pas ça chez Fiera. Donc, ça, c'est un problème. Qu'est-ce qui arriverait avec son endettement dans le cas d'un recul important des marchés? Alors, le levier opérationnel, ça marche aussi dans le sens inverse. C'est que si tes revenus décroît et tes coûts restent fixes, donc ton profit décroît encore plus. Puis, étant donné qu'ils ont pris de la dette, bien, il y a aussi le coût du service de la dette qui est fixe. Donc, ils peuvent se faire quand même frapper s'il y a une correction boursière parce qu'ils chargent un frais de gestion. Donc, si la bourse diminue, leurs revenus diminuent. Leurs frais de performance aussi diminuent. Donc, on a de la misère à... Je vais te poser une autre question. Tu sais, Fiera, là, un investisseur avisé là, qui étudie le rendement sur le capital, il va bien voir que cette entreprise-là n'a pas une forte rentabilité. Qu'est-ce qui fait qu'un investisseur va être attiré à investir dans cette entreprise-là si finalement le rendement sur le capital n'est pas au rendez-vous? C'est une bonne question. C'est probablement en raison du dividende. Donc, ils versent quand même, je pense, c'est 60 % de leur flux de trésorerie en dividende. OK. Mais ça, encore une fois, c'est incohérent aussi avec leur stratégie d'acquérir. Donc, si tu verses un dividende, tu fais beaucoup d'acquisitions, c'est un peu incohérent. Tu aurais besoin de garder ton cash pour faire tes acquisitions. Justement. Exactement, au lieu de payer en actions, mais probablement que les vendeurs de ces entreprises-là veulent être payés en actions. Veulent recevoir des dividendes, même. C'est ça. Alors, même si le titre se transige à un ratio qui pourrait sembler raisonnable, on passerait notre tour. L'endettement est quand même assez élevé, puis ils sont sensibles à une correction boursière. OK. Bon, bien, c'est parfait. Écoutez, c'est déjà tout pour notre 19e web émission. Continuez à nous poser vos questions. On en a toujours des super bonnes. Puis on se revoit le mois prochain. Si vous voulez nous poser une question d'ailleurs, GPS Medici sur Facebook, Twitter ou par courriel à commercial-gpsmedici.ca. Donc c'était Aaron Lani. Moi, c'est Pierre-Olivier Langevin. Merci beaucoup. Merci.